3 janvier 2023, salut à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Comme prévu, on va commencer tout de suite avec l'événement qui s'est passé hier. Vous en avez entendu parler, les médias en ont fait des tonnes, mais je veux dire des tonnes et des tonnes, hein, ça c'est vraiment impressionnant. Ça a été vraiment impressionnant. Alors, d'après, il y a eu une frappe de missile MLRS, Multi Launch Rocket System, HIMARS, donc américain, sur une base russe où des conscrits mobilisés étaient rassemblés à Makeyevka, donc tout proche de Donetsk. Donc, d'après les Russes, il y aurait eu à ce jour 68 victimes, 63 victimes, mais probablement il y en a plus. Les Russes minimisent, hein, je veux dire, c'est clair. Minimisent leurs pertes, c'est normal, tout le monde le fait, et les Russes ne sont pas différents des autres. Donc il y a eu pas mal de victimes, hein, 63 de toute façon c'est déjà conséquent, des blessés, probablement des blessés graves, etc., etc. Il y aura probablement encore pas mal de victimes à déplorer dans cette histoire. Bon, les Ukrainiens, évidemment, à l'inverse, exagèrent énormément et annoncent 400 morts, 300 blessés. Bon, même Reuters, l'agence britannique, a reconnu que ces chiffres étaient invérifiables, hein, les chiffres ukrainiens. Donc on va en rester sur ce que disent les Russes. Alors il y aurait eu 6 missiles HIMARS qui aurait été lancé sur ce bâtiment, une ancienne école, hein, une école évidemment désaffectée et utilisée par les Russes pour casernement de leurs troupes. Et sur ces 6, 4 auraient été détruits, d'après les Russes. Non, 2 auraient été détruits et 4 auraient touché leur cible. Et voilà, on déplore toutes ces victimes, 63 victimes. Alors les médias, évidemment, en France, vous en ont parlé en long, en large, en travers, évidemment, pour vous dire que c'est la plus grosse perte des Russes depuis le début du conflit, ce qui est probablement vrai, ou la deuxième plus grosse perte, mais bon, en tout cas, c'est clair que c'est une lourde perte. Et voilà, c'est un signe, les Russes sont en train de perdre la guerre, ils ont des pertes énormes, etc. Bon, voilà. Sauf qu'on ne vous donne jamais les pertes ukrainiennes, hein, puisque évidemment on ne reprend que, sauf dans ce cas, que les rapports ukrainiens là-dessus, et qui ne rapportent rien du tout, puisque les Ukrainiens ne ramassent pas les corps, les Ukrainiens les laissent sur place, ce sont les Russes qui s'en occupent, qui les enterrent, et après on peut, une fois qu'on a repris le terrain, comme ça s'est passé à Kherson, à Kharkiv, je crois, on accuse des Russes de fausses communes, ou de je sais pas trop quoi, de charniers. Bref, alors que les Russes ont justement donné une sépulture décente en mettant des croix à ces soldats ukrainiens avec un certain respect, alors qu'ils avaient été abandonnés sur place. Puis, évidemment, l'État ukrainien n'a aucun intérêt à reconnaître le nombre de victimes, déjà pour la question de morale, hein, pour pas démoraliser la population, parce que si la population savait le nombre de victimes parmi ces troupes, le nombre de morts tous les jours, ça risquerait quand même d'atteindre un petit peu le moral, donc on n'en parle pas pour ça. Et puis aussi, deuxième raison, et pas la moindre, pour ne pas avoir à payer, pour tout de suite en tout cas, des compensations aux familles des victimes, hein, aux familles des soldats décédés. Donc on les déclare disparus à la rigueur, et puis on attendra plus tard. D'ailleurs, la France a fait la même chose en 14-18. Hein. Ça a été la méthode de l'armée française en 14-18. Je le sais, moi j'ai un ancêtre qui est mort en 1915 dans les tranchées et qui n'a été déclaré officiellement mort pour la patrie qu'en 1925, 10 ans plus tard. Entre-temps, il avait été déclaré disparu et sa veuve, évidemment, mon arrière-grand-mère, n'a pas touché pendant 10 ans d'aide de l'État. Donc c'était la stratégie. Les Ukrainiens font la même chose en 2023. Voilà. Voilà. Mais bon, si on est objectif, si on regarde objectivement la situation, les Ukrainiens, des pertes comme ça, ils en subissent tous les jours.
ne serait-ce qu'il y a 2 jours ou 3 jours, une base de mercenaires, bon là c'était pas des Ukrainiens, c'était des mercenaires donc étrangers, hein, a été touchée par les Russes, et des mercenaires donc au service de l'Ukraine, hein, qui se battaient pour les Ukrainiens évidemment, ont été touchés par les Russes, et il y aurait eu à peu près 70 morts hein, dans la base. Tous des mercenaires, bon, on ne sait pas trop les nationalités, probablement pas mal de Polonais, parce que c'est le plus gros contingent dans les mercenaires, mais il y a aussi des Roumains, mais il y a des Américains, il y a des Occidentaux. Hein. Donc voilà, ça, il y aurait eu 70 morts, et ça, on ne vous en a pas parlé, évidemment, vous n'en avez pas entendu parler, parce que ça n'est pas dans l'intérêt de notre cher ami Zelensky. Donc voilà. Et ça, tous les jours. Hein, tous les jours, l'Ukraine perd au bas mot entre 200 300 soldats sur l'ensemble du front, les bons jours. Hein. Il y a certains jours, ça a atteint 500, et même c'est même monté jusqu'à 1000 soldats dans une seule journée. Hein. Quand il y a eu le plus intense, le moment le plus intense de la bataille de Bakhmout, c'était le cas. Les Russes ne donnent pas toutes les pertes. Hein. Les Russes donnent que les pertes infligées par leur armée. Ils ne donnent pas les pertes infligées par Wagner. Ils ne donnent pas les pertes infligées par les séparatistes, du moins avant la réunification, hein, avant les référendums. Et voilà, donc bon, voilà, c'est monté en épingle. Évidemment, le but, c'est d'en faire des tonnes pour motiver d'abord les Occidentaux à donner encore plus d'argent. Vous voyez, les Ukrainiens, et d'armes, hein, évidemment, puisque c'est grâce aux HIMARS américains, ce que les Russes, quand même, ont bien noté. Hein, leurs pertes ont été causées par des armes américaines. Hein. Et donc, voilà, donc c'est pour encourager à donner toujours plus d'armes et toujours plus d'argent, vous voyez, c'est efficace. Et puis aussi pour essayer de déstabiliser le pouvoir russe, puisque de toute façon, on ne peut pas vaincre militairement, on va essayer de vaincre politiquement, en déstabilisant le pouvoir russe et en lui infligeant ce genre de pertes, on le met dans une situation où il est obligé de se justifier par rapport à sa population, par rapport aux victimes, etc. Donc voilà. Voilà où on en est. Bon, c'est dramatique, c'est tragique, mais c'est la guerre, hein, c'est comme ça. Alors on va parler de notre sujet. Il était donc le 1er janvier, n'était pas que le jour du Nouvel An, c'était aussi l'anniversaire du héros de toute l'Ukraine. J'ai nommé l'inénarrable Stepan Bandera, évidemment. Stepan Bandera, un personnage historique trouble, c'est le moins qu'on puisse dire, qui fut un collaborateur des nazis, donc un Ukrainien, hein, qui fut collaborateur des nazis, qui a donc participé au massacre de moult juifs et moult polonais en Ukraine, d'ailleurs, ce qui a été relaté par feu Simone Veil, la ministre, hein, par la philosophe, qui avait donc connu les camps, etc., et qui rappelait que les Ukrainiens avaient massacré les Juifs avant d'être envahis par l'Allemagne. Hein. Ils n'avaient pas attendu d'être sous occupation allemande pour le faire, ils avaient commencé avant. Donc voilà, il y a aussi le jeune avocat Arnaud Klarsfeld, enfin jeune, en tout cas le fils du couple Klarsfeld, des chasseurs de nazis, qui le dénonce. Hein. Donc bon voilà. Ce n'est pas que les Russes qui dénoncent le nazisme de Stepan Bandera. Mais Stepan Bandera, en Ukraine, c'est un héros. C'est le héros national. Et malgré tout ça, hein, et donc, bon, il a été célébré, on a vu alors, parce qu'il y a il y a moult monuments hein, en Ukraine de l'Ouest, hein, dans des villes comme Lvov, Lviv, pour les Ukrainolâtres, et par exemple Ivano-Frankivsk, qui est un peu le repère vraiment du nationalisme ukrainien, avec tout ce que ça peut comporter de référence à un régime passé. Hein. Donc voilà, alors le Premier ministre polonais, Mateusz, alors là j'ai du mal à le prononcer, mais vous me pardonnerez, le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, donc, a déploré cette situation et a déploré le fait que donc, les Ukrainiens célèbrent, que le gouvernement ukrainien, même, non pas le gouvernement, le Parlement ukrainien a même émis un tweet rendant hommage à Stepan Bandera le jour de son anniversaire, hein, le Parlement ukrainien. Donc,
c'est tout à fait officiel. Alors, en Ukraine, il y a des rues, il y a des avenues, il y a une avenue à Kiev, une immense avenue à Kiev, avenue Stepan Bandera, il y a des monuments, donc, comme je vous l'ai dit. Donc le premier ministre polonais l'a déploré. Il a écrit, alors je vais vous le lire, alors, on va voir, je vous le lis. Alors, nous sommes extrêmement, alors j'essaye de vous lire une traduction de son message. Nous sommes extrêmement critiques et très très négatifs envers toute glorification ou même mention de Stepan Bandera. Dans mon prochain entretien avec le Premier ministre ukrainien, je lui ferai savoir très très clairement. ça c'est des mots. Voilà, il fera savoir très clairement que les Polonais sont pas contents que les Ukrainiens célèbrent l'anniversaire d'un personnage qui a massacré des Polonais par millions, par milliers, par centaines de milliers, etc. Mais pourtant, une fois que cela a été dit, le Parlement ukrainien va... le pouvoir polonais va offrir son aide financière, des armes, etc. À l'Ukraine. Voilà. C'est magnifique, écoutez, c'est fabuleux. Essayez de comprendre un peu ce gouvernement polonais. Essayez de comprendre un peu ces gens. Je veux dire, autant on pourrait des fois leur trouver certaines qualités, une certaine résistance à l'idéologie en vigueur en Occident en ce moment, vous voyez, le wokisme et tout ça, bon, on pourrait leur trouver quelques qualités au niveau intérieur, mais alors au niveau extérieur, c'est absolument affligeant, ils sont encore plus othanophiles, othanolâtres que les Occidentaux, que les pays d'Europe occidentale. C'est vraiment, voilà, bravo, c'est magnifique. Bon, alors après, voilà, on va parler, tiens, un autre sujet, on va changer de sujet, la Croatie, donc le 1er janvier, la Croatie a abandonné sa souveraineté monétaire dans la joie, le bonheur, les réjouissances, feux d'artifice, etc. Cotillon. Voilà, on abandonne sa souveraineté monétaire et on la confie à Joseph Borrell et à Ursula, et von der Leyen. Voilà, magnifique, c'est génial, c'est magnifique, c'est merveilleux, bravo. Bravo les Croates. Bravo, mais vous êtes vraiment... vraiment dingue. Mais bon, on verra, hein, l'avenir nous dira si vous avez bien fait de choisir d'abandonner votre souveraineté monétaire. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, vous aurez intérêt à vous conformer à toutes les injonctions de Ursula von der Leyen et de la commission de Bruxelles, hein, parce que sinon, vous risquez de le sentir passer, les Grecs l'ont senti passer, les Chypriotes aussi. Si un jour vous ne voulez pas vous conformer, vous le sentirez passer, peut-être que là, votre souveraineté monétaire, bah, vous la regretterez un peu. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, hein, évidemment, c'est sûr. L'empire de l'Union européenne s'agrandit tout le temps, même encore, même en ce moment, en période trouble, dans cette période trouble, dans ces grandes difficultés, bon, on connaît, hein, toutes les complexités énergétiques, les affres qu'est en train de traverser notre cher pays, la France. Bon, voilà, on continue à agrandir le territoire de l'Empire, voilà. Bon, c'est pas un empire qui s'agrandit par les armes et par le poids d'une armée, hein, parce que l'Union européenne n'a pas d'armée, mais l'Union européenne, c'est un pachyderme économique, avec une banque centrale basée à Francfort qui est pire que toutes les armées du monde. C'est un pachyderme, c'est un pachyderme préhistorique, attention. Donc voilà, bah, sous le poids de ce pachyderme, la Croatie a cédé, et maintenant, eh bien, elle a confié son avenir et sa souveraineté à ce pachyderme préhistorique bruxellois. Bon, voilà, bonne chance les Croates. Bienvenue au club des souffreteux de l'Europe périphérique, et puis bon, tous mes vœux de bonheur aux Croates pour ce magnifique changement et pour cette magnifique conversion à l'idéologie et à la monnaie européenne. Bon, les amis, je vous retrouve très vite dans la semaine pour une nouvelle vidéo avec sûrement beaucoup de sujets, encore pas mal de trucs à aborder. À plus.